merci à tous d'être là. Donc, moi, je suis le docteur Isabelle Flandin. Je vous parle au nom de tous les organisateurs donc de l'Inter 3C, des présidents et des coordonnateurs que je remercie pour le travail. Je trouve que c'est une soirée qui va être extrêmement intéressante avec des ateliers qui le sont et 2 plénières, dont la première va être l'impact du Covid sur la prise en charge en cancérologie, qui va vous être présentée par les professeurs Larama et Pollard du CHU de Grenoble, et puis modérée donc par le docteur Julie Villa et le docteur Robichon, Christine Robichon. Donc ensuite vous aurez la plénière sur cannabis et cancer, puis les ateliers. Voilà, j'espère que vous trouverez tout ça bien intéressant, mais je pense que ce sera le cas, parce que vraiment les thèmes sont plutôt originaux et devraient nous passionner. Et vous dire que vraiment on est très très heureux de se retrouver, parce que 2019 c'est loin, on n'a pas pu faire la réunion de 2020, et là je crois que tout le monde a hâte de se retrouver et même de partager peut-être en dehors des discussions un verre entre les deux. Voilà, on est aussi, on s'est engagé à ce que la réunion se termine à une heure décente, c'est-à-dire que normalement à 22h30 tout devrait être fini et que vous pourrez partir. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée et travaillez bien. Donc le docteur, voilà, donc là ça va être la première plénière. Je te laisse. Bonsoir à tous, merci d'être là. On est très contents de pouvoir refaire des réunions en présentiel. Donc on va entrer tout de suite. Oui, Isabelle. Oui, oui, on voulait excuser Olivier Berthelet qui devait être là ce soir mais qui n'a pas pu venir et que donc je remplace. Donc on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec quelque chose qui vous est familier. C'est le Covid. On va refaire le point sur l'épidémiologie, le dépistage et les stratégies de traitement avec Olivier Pollard, qui est infectiologue au CHU. Et ensuite, on parlera de l'impact sur les cancers. Olivier, à toi. Bonsoir, merci Christine. Mes messages finaux, effectivement, ce sera autour des anticorps neutralisants et autour du fait qu'il faut vacciner les gens. Et pour le reste, les traitements, on verra. Non, c'est pas là-dessus qu'on a eu vraiment des choses intéressantes. Bon, tout le monde est devenu covidologue à fond en France et dans le monde entier depuis 2 ans. Tout le monde se souvient ou tout le monde a entendu parler du fait que c'était pas la première fois qu'il y avait un coronavirus animal qui faisait irruption chez l'humain. Il y a 17 ans ou 18 ans maintenant, il y avait déjà eu le SARS-CoV-1 qui avait fait une grosse épidémie en Asie du Sud-Est, qui avait démontré le potentiel de transmission de l'animal à l'humain puis interhumain d'une pneumonie parfois grave, qui s'est arrêté sans qu'on sache vraiment pourquoi au printemps, et comme ça s'est arrêté, il n'y a pas eu de vaccin et il n'y a pas eu de traitement mis en place. Par contre, c'était un premier coup de semonce. Il y a eu un deuxième coup de semonce, c'est le MERS, un autre coronavirus, cette fois-ci dans les vrais pays chauds, la péninsule arabique, et qui nous montrait encore une fois la transmissibilité, en l'occurrence en passant par le dromadaire, de coronavirus de la chauve-souris à l'humain, et ensuite interhumain avec des épidémies auxquelles on n'a rien compris parce que ça évolue comme ça sur des espèces d'explosions épidémiques, en particulier en milieu hospitalier, avec une mortalité assez élevée probablement parce qu'on manquait plein de cas en fait. Mais même si on n'avait pas compris, ça nous avait quand même donné des biscuits supplémentaires, d'une part donc pour savoir qu'il y aurait d'autres coronavirus qui allaient venir dans le futur, et d'autre part qui nous avait appris comment est-ce qu'il fallait faire un vaccin. On savait déjà, grâce au MERS, comment il fallait faire un vaccin anti-Covid. Et donc, quand un nouveau coronavirus, la Chine a appelé l'OMS le 30 décembre 2019, donc on l'a appelé Covid-19, est arrivé, on a pu effectivement mettre en place très tôt une recherche vaccinale.
Ça nous a pris du temps, et le temps que ça a pris, c'est l'épidémie en Chine, le confinement en Chine où tout le monde dit mais ils sont fous, c'est chinois, ils confinent Wuhan, 53 millions de personnes, comment c'est possible? Et puis après, l'épidémie voyage dans le monde, on confine nous-mêmes et on confine peut-être un petit peu tard. Ça, c'est la situation au 14 avril l'an dernier, et finalement, on aurait bien aimé confiner un peu plus tôt. Mais bon, on a vu confiner les Italiens une semaine avant nous en disant mais pourquoi ils font ça? C'est une drôle d'idée, etc. Non, c'est eux qui avaient raison. Et derrière, donc, on a tous vécu ces différentes vagues, très harmonieuses sur le plan épidémiologique. On a l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de cas là sur la courbe des cas il y a 1 an et demi, parce qu'en fait on voyait rien, on n'avait pas assez de tests. Après, on a bien compris par contre en termes de cas ce qui se passe. Et puis là maintenant, il y a tout un tas de vocabulaire autour de est-ce que ça frémit, est-ce que peut-être ça monte un peu, est-ce que peut-être il faut faire attention, est-ce que c'est déjà une 5e vague qui est là. À côté de cette vague des cas, on a tous en tête cette vague des morts, et en particulier cette vague des morts du printemps. Peu de cas, mais en fait parce qu'on ne comprenait pas, beaucoup de morts. Et ensuite, un nombre de morts qui s'amenuise, entre autres, justement, parce qu'on a pu avoir les vaccins. Pour comprendre aussi cette maladie, c'est quelque chose qu'on a mis au moins 1 mois ou 2 à bien comprendre. C'est une maladie en 2 phases. Et un peu nouvelle, même s'il y avait des données sur les vieux SARS ou le vieux MERS qui y ressemblaient. On fait d'abord une maladie virale, pas très méchante. On a des myalgies, de la diarrhée, une pneumonie virale, pas grave. Et puis après, pour des raisons qu'on ne s'explique pas, une partie des gens basculent longtemps après, souvent c'est une douzaine de jours après la contamination, c'est après 7 jours de symptômes, ils basculent dans une pneumonie inflammatoire, hypoxémiante, potentiellement grave, qui les envoie en réanimation. Et quand les gens meurent, dans 99% des cas, c'est au moment de cette pneumonie inflammatoire. Il n'y a plus de virus, il y a de l'inflammation, et c'est ce qui explique peut-être le fait que ce qui a marché, c'était des traitements anti-inflammatoires. Ce qu'on a pu savoir aussi très tôt grâce à des publis chinoises, c'est qui étaient les personnes les plus à risque de mourir. Et ça, c'est resté une constante dans tout ce qu'on a pu avoir ensuite. C'est le risque de mortalité avec l'âge. Et au début, d'ailleurs, ça nous a empêché de voir d'autres facteurs de risque plus subtils, en particulier en cancérologie, qui sont arrivés après. Mais vraiment, c'est une maladie pour laquelle les premiers facteurs de risque de mortalité étaient l'âge. Il y a eu d'autres études qui ont été faites derrière, et puis d'autres constatations faites au quotidien, où on s'est rendu compte que certes, l'âge est un facteur de risque. On voit ici le décalage des odds ratios avec les classes d'âge vers la mortalité, mais aussi le fait d'être un homme, mais aussi le fait d'être en surpoids. Et maintenant, on sait complètement que c'est une maladie métabolique, et c'est une maladie des personnes avec un problème métabolique. Et derrière, on a eu plus de mal, mais on y arrivait quand même, à faire émerger d'autres facteurs de risque de forme grave, même si toutes les études n'ont pas été complètement concluantes, par exemple sur le plan du cancer. Vous voyez cette étude-là, par exemple, sur un nombre conséquent, qui disait avoir un cancer métastatique, ce n'est pas un facteur de risque de faire une forme grave de Covid. Et cette autre étude, par contre, qui disait, si, quand même, il y a plus de risques, même si ce n'est pas majeur, si on regarde ça par rapport à... si on ajuste ça sur l'âge, sur le genre, sur d'autres comorbidités, il y a quand même un surrisque de mortalité chez les personnes qui ont un cancer. Et finalement, on a réussi à dresser ce tableau des facteurs de risque de forme grave, l'âge, le surpoids, le sexe masculin, et puis dans une moindre mesure, les maladies métaboliques, les maladies respiratoires, les maladies cardiaques, le cancer, l'hypertension qui a yoyoté un petit peu entre oui, c'est un risque, non, c'est pas un risque tout seul, et finalement qu'on a fini par considérer comme étant en soi un risque. Alors ça vous étonne pas, Il y a longtemps que vous travaillez avec une maladie virale respiratoire transmissible à prévention vaccinale qui tue les personnes âgées et qui tue les gens qui ont un cancer, et c'est la grippe. Et si on regarde par exemple cette publication qui regardait le risque de mourir de la grippe par rapport à la population générale, et qui voyait que pour certains types de néoplasie, effectivement, c'était très élevé. Donc c'est pas nouveau, et je pense que ça a permis justement cette culture-là d'une autre infection virale transmissible à prévention vaccinale, qui a permis que des choses soient mises en place de façon assez rapide, je trouve, par plein de sociétés savantes, en particulier en cancérologie. Au début, on n'avait que les masques, le confinement et rien d'autre. On a essayé plein de traitements. Il y a un druide méridional qui a essayé de nous expliquer qu'une molécule antipaludéenne, pourquoi pas, cela dit, sur le plan biochimique, pouvait avoir un intérêt en antiviral. Sa petite étude toute mal ficelée, toute foireuse, mais qui a été assez pédagogique en lecture critique d'articles avec les étudiants, qui disaient « Regardez, il y a moins de virus peut-être dans le groupe ». Bon, finalement, ça a été complètement battu en brèche par des méta-analyses comme celle-ci. Ça a été battu en brèche par des gros essais cliniques comme celui-ci qui disaient « Non,
L'hydroxychloroquine, ça apporte rien. Cela dit, on a testé un vieux antiprotéase du VIH, de l'opinavir, ça n'apporte rien. On a essayé le remdesivir, un anti-ARN polymérase mis au point pour Ebola. Et là, Gilead a essayé de nous dire, regardez cette énorme différence, vraiment, il faut mettre tout le monde sous remdesivir, les gens, ils vont beaucoup mieux, beaucoup plus tôt. Alors d'une part, là, il fallait vraiment s'écarquiller un petit peu les yeux pour le voir, puis derrière, le gros essai de l'OMS sur lequel la France a participé disait non, il n'y a aucune différence. Cette molécule, elle ne sert à rien. Donc on a été très déçus par toutes les molécules, et en fait, ce qui a changé quelque chose, c'est les traitements anti-inflammatoires. Et en particulier la corticothérapie, pour lutter contre la pneumonie inflammatoire de deuxième semaine, d'abord dans des publis rétrospectifs, puis ensuite dans des essais cliniques prospectifs qui nous montrent qu'en particulier les formes graves hypoxémiantes, on baisse la mortalité de 30% quand on met des corticoïdes. Et maintenant, mais tout le monde le sait, ça fait partie du standard of care de mettre des corticoïdes chez quelqu'un qui a une Covid. Ce plan du traitement, ce qui arrivait un petit peu plus tard aussi, c'est les anticorps neutralisants, c'est-à-dire des anticorps monoclonaux dirigés contre la protéine Spike, qui est la protéine qui interagit avec nos récepteurs cellulaires. Et actuellement, ceux qui sont les plus intéressants, c'est la bithérapie casirivimab, imdevimab de Roche, le médicament c'est Ronaprev. Celui qu'on avait avant, on ne s'en sert plus parce qu'il ne marche pas bien sur le delta. Et qui a plusieurs indications, et il y a des cas où c'est vraiment intéressant d'en faire, y compris en personnes en cancérologie. Alors, il y a des indications qui sont essentiellement pour les patients d'hématologie ou de transplantation d'organes. C'est le traitement préventif mensuel. On vous fait une perf d'anticorps tous les mois parce que, malgré le vaccin, vous êtes resté séronégatif. Mais il y a des choses qui sont plus intéressantes et plus courantes, c'est le post-exposition. Vous êtes immunodéprimé ou bien vous n'avez pas réagi au vaccin, vous venez de voir quelqu'un qui a une infection, on va vous faire une perfusion dans les 5 jours anticorps monoclonaux et vous allez avoir beaucoup moins de risques de faire une forme grave. Et puis ensuite, un positionnement un peu plus tard, vous êtes positif mais pas encore hypoxique. Et ça, à mon sens, tous les patients en cancéro devraient l'avoir. Tous les patients avec un SARS-CoV-2 PCR dans le nez, pas encore hypoxique, devraient avoir ce traitement. Donc c'est un de mes messages peut-être de ce soir. Après, effectivement, les vaccins sont arrivés. Comme je vous le disais, grâce au MERS, on savait déjà qu'il fallait faire des anticorps anti-spike et qu'avec des anticorps anti-spike, on protégeait très bien les gens. La chance qu'on a eue par ailleurs, c'est que c'est un virus qui mute relativement peu. Ça, c'est toute la dérive génétique du virus depuis presque 2 ans, depuis 1 an et demi. Et en fait, on voit effectivement qu'il y a eu différents variants qui sont arrivés, mais ces variants, ils ne sont pas si variants que ça, d'une part. Ils sont arrivés lentement. Et donc, nos vaccins mis au point il y a 1 an et demi marchent encore maintenant. Tout le monde a vu ces images, le phase 3 de Pfizer, 95% de protection contre une forme symptomatique. La phase 3 de Moderna, 92% de protection contre une forme symptomatique. AstraZeneca, un peu moins de protection peut-être, plus de toxicité, un peu plus de toxicité chez les moins de 55 ans, ce qui fait que c'est un vaccin maintenant qui a disparu du paysage en France. Et ce qu'on a comme données de la vraie vie, alors sans vouloir toutes les montrer, peut-être pas cette diapo-là, parce qu'en fait, c'est des données en Israël qui montrent que même en prenant une très grande population, pas d'essais cliniques, une population réelle, on reproduit complètement ce qu'on voyait dans les essais cliniques, c'est-à-dire on protège les gens contre les formes graves, on protège les gens contre l'hospitalisation. Un autre moyen de le voir, c'est de comparer les courbes de cas et les courbes de morts. C'est des graphes qu'on peut trouver sur le site du Monde. Et quand on regarde aux Pays-Bas, par exemple, au début de la pandémie, les courbes de cas et les courbes de morts évoluent de la même manière. Et puis, une fois qu'on commence à vacciner les gens, les 2 courbes n'évoluent pas de la même manière. C'est très visible au Royaume-Uni, par exemple, où on voit des nouvelles vagues qui se passent cet été, mais il y a peu de nouvelles vagues de morts. Et c'est pareil en France. On a aussi cette déconnexion, grâce à la vaccination, entre des vagues de cas, essentiellement chez les personnes non vaccinées, et puis des vagues de morts beaucoup moins intenses. Et il faut vacciner les personnes avec un cancer. Alors j'ai plutôt fait ça, regarder essentiellement les personnes avec un cancer solide. Je suis désolé s'il y a des hématologues dans la salle, mais par exemple il y a cette publi qui regardait la persistance à 6 mois des anticorps chez des personnes qui avaient des tumeurs solides, et vous voyez par exemple qu'il y avait 84% qui avaient un cancer métastatique, donc c'est des vrais patients graves sous traitement, et qui montraient en fait qu'il y avait, parmi tous ceux qui avaient répondu au début à la vaccination, c'est-à-dire en gros 90%, il y avait encore 85% au bout de 6 mois qui avaient encore des anticorps. Donc on a des vaccins qui marchent,
Même si d'autres publis sont un petit peu différentes, là par exemple on regarde le pourcentage de personnes qui ont un haut taux d'anticorps avec deux niveaux 15 ou 80, et on voit effectivement que les personnes en rouge, les personnes témoins, réagissent mieux, peut-être font plus d'anticorps que les personnes avec un cancer. Mais quand même, il y a un taux qui est intéressant. C'est pas forcément la peine. Un autre fouillis de courbes, mais parce qu'il y a beaucoup de données, et en particulier, on voit que le taux d'anticorps qui persiste dans le temps chez les personnes vaccinées, il reste élevé même chez les personnes qui ont un cancer, et finalement pas si important, pas si baissé que ça par rapport à la population plus générale, sauf pour les cancers hématologiques. Un autre moyen de regarder ça aussi, c'était la réponse aux anticorps après différents temps vaccinaux chez différents types de cancers avec différents types de traitements. Vous voyez effectivement l'immunothérapie répond un petit peu moins peut-être que les healthy control, la chimiothérapie aussi un peu moins, l'hématologie ont du mal. En fait, notre vrai problème, c'est le rituximab, pour lequel la réponse est mauvaise. Mais pour les autres, malgré la chimiothérapie, malgré plein de traitements, malgré l'immunothérapie, on a des vaccins qui sont efficaces. Et donc ça va faire comme pour toutes ces maladies-là, la polio, la variole, la rage, la fièvre jaune, l'Ebola, on a zéro traitement pour tout ça. Pour l'hépatite B, c'est pas vraiment vrai, mais pour le reste, on a zéro traitement. Et en fait, ce qui va nous permettre de nous en tirer, c'est les vaccins. Et donc, c'est ma dernière diapo. Pour les personnes avec un cancer, faites-leur la vaccination. Vaccinez-les avec de l'ARN, pas avec autre chose. Il y a encore un peu de Janssen qui circule, mais on ne s'en sert pas. On sert de l'ARN, Pfizer ou Moderna. On fait 3 doses, puis un rappel 3 à 6 mois après la 3e dose. Surtout, on dit à toute la famille autour de se vacciner. Et on dit à toute la famille de faire un rappel de vaccination, sauf pas de rappel pour l'instant pour les moins de 18 ans, mais ça va venir. Et puis, on leur dit, si jamais vous êtes positif, vous nous prévenez, et dans les 24 heures, on vous fait l'anticorps neutralisant. C'est encore une ATU, mais ça va très vite, et ça baisse vraiment le risque de forme grave. Et je vous remercie. Je ne sais pas s'il y a des questions. Merci Olivier pour cette présentation très claire. On va prendre 5 minutes pour les questions. Alors moi, je voudrais commencer avec une première question. Est-ce que tu peux refaire le point sur les traitements ? Rapidement, le mécanisme d'action, les indications, tu as dit tout à l'heure que c'était tous les patients, en tout cas les patients en cancérologie, qui étaient positifs pour les tumeurs solides, qui avaient un PCR positif et qui n'étaient pas hypoxiques. C'est ça ? Ça veut dire que tout patient qui fait le Covid, vacciné ou non, qui est en cours de traitement ou qui a eu un cancer récemment, quand il arrive aux urgences, s'il n'est pas hypoxique, on peut le traiter. Oui. Et où est-ce qu'on l'adresse ? Comment on fait en pratique ? Peut-être juste, est-ce qu'on peut me rendre la main sur le diaporama, comme ça je remets juste la diapo, même si vous l'aurez, hein, bien sûr. Au début, on disait qu'on allait essayer d'accueillir tout le monde en infectiologie, mais ça, c'était il y a longtemps. Et maintenant, en fait, le plus simple, c'est d'essayer de le faire chacun dans son hôpital de jour. Le problème, c'est qu'ils sont positifs. Donc, quand on l'accueille dans son hôpital de jour, il faut faire attention où est-ce qu'on le met. Mais inscrivez-vous dès à présent sur le site de la TU. Vous obtenez vos codes en moins de 24 heures. Et ça vous permet derrière, quand un patient vous prévient, de pouvoir l'accueillir, de faire la TU. Vous en parlez avant avec votre pharmacien de centre, mais les pharmaciens de centre, maintenant, ils sont très au courant de l'existence de ces anticorps. On a tout un stock qu'on ventile très facilement d'hôpital en hôpital. Le pré-exposition, encore une fois, c'est pour les immunodéprimés très profonds, une perf par mois d'anticorps. Le post-exposition, c'est pour les immunodéprimés profonds séronégatifs, ou bien pour les immunodéprimés moins profonds, pourquoi pas le cancer séronégatif malgré le vaccin, et par exemple qui ont dépassé un certain âge, ou un certain BMI, ou qui ont du diabète. Mais le plus important peut-être, c'est effectivement traiter les gens positifs. Même s'ils ont été vaccinés ? Même s'il a été vacciné. D'accord, ok. Très bien. Est-ce que vous avez des questions dans la salle ? Micro. Le Ronapreve plus en fonction de ça que...
Effectivement, il y a ce qu'on disait, c'est qu'au CHAL, on fait des sérologies très rapidement aux gens. Et effectivement, c'est un pli qu'on a pris un peu partout maintenant, parce que si les gens sont hypoxiques mais séronégatifs, on sait qu'il va y avoir un intérêt à leur faire des anticorps. S'ils sont déjà hypoxiques, c'est-à-dire on est déjà tard, on est déjà dans la 2e semaine de symptômes. S'ils sont hypoxiques et qu'ils sont séropositifs, les publis montrent qu'on ne gagne pas grand-chose à les mettre sous anticorps. Leur pronostic est meilleur par ailleurs. Par contre, on va les mettre sous corticoïdes. Hein. Par contre, les personnes qui sont hypoxiques et qui ont une sérologie négative, eux, il y a tout intérêt à leur faire les anticorps. J'avais une petite question. Le vaccin, donc 3 injections pour les patients atteints d'un cancer, ça c'est sûr. Et tu dis même encore une 4e, ça oui. C'est validé aussi. J'avais pas. Donc c'est 4 injections pour les patients atteints d'un cancer en cours de traitement. Oui. D'accord, c'est validé. Enfin, oui, c'est dans les recommandations. Par rapport au risque, le rappel, c'est par rapport au risque de forme, c'est par rapport au risque de la circulation du delta, d'anticorps qui sont un peu moins efficaces et qui font qu'on recommande très largement pour les plus de 65 ans, pour toutes les personnes qui travaillent dans le secteur sanitaire et pour toutes les personnes, quasiment toutes les personnes qui ont une maladie chronique, de faire ce rappel. Et en général, les personnes qui ont eu un cancer par ailleurs étaient déjà dans l'indication de faire 3 doses. Donc, ils se retrouvent à faire une 4e dose. Alors, c'est vrai qu'on est en train de vacciner la 3e dose. On est en train de faire la 3e dose chez nos patients. Ouais. On n'en est pas aussi loin dans la prise en charge. Et la place de la sérologie avant une 3e injection, alors ça n'a pas de place, il faut faire le... Non, la sérologie, elle n'a pas vraiment d'indication. On regarde d'après les recommandations si son patient doit avoir tel ou tel nombre, ça dépend des types de chimiothérapie. On regarde si son patient doit avoir tel ou tel nombre d'injections et on ne tient pas vraiment compte de la sérologie, ça ne nous intéresse pas plus que ça. Ce d'autant que quelqu'un peut avoir une sérologie élevée, mais le but du rappel, c'est justement d'entretenir pendant encore plusieurs mois cette sérologie avec un taux élevé. Donc même quelqu'un d'immunodéprimé, entre guillemets, qui a une chimiothérapie, qui est à 6 mois de sa dose précédente, même s'il a une sérologie élevée, on va le vacciner. Très bien. D'autres questions ? La corticothérapie qu'on donne pour traiter les pneumonies hypoxémiantes inflammatoires, ça peut être la dexaméthasone à 6 mg par jour, ou bien c'est un équivalent prednisone à 0,6 mg kg par jour per os. Et à commencer, si les gens sont à la fois hypoxiques et avec un tout petit peu de syndrome inflammatoire. Parfois, on hésite un petit peu. Oui, il n'a que 32 CRP et 1 litre d'oxygène. Mais en général, on n'est pas là-dedans. En général, on est plutôt dans il a 2-3 litres et il a une CRP à 40, 50, 60, 100 et donc on lui fait. Très bien. On va s'arrêter là. Merci beaucoup, Olivier. On passe la parole à Mathieu Larama qui va parler un peu plus spécifiquement de l'impact du Covid sur la prise en charge des patients suivis en cancérologie. Mathieu, à toi. Bonsoir à toutes et à tous. Merci aux organisateurs de m'avoir proposé ce sujet. Olivier, tu me permets d'enlever le masque ou pas finalement ? Pardon, j'ai oublié d'enlever le mien. Bon, alors j'enlève mon masque sous les recommandations de la faculté. Je suis très heureux d'être là ce soir avec vous parce que, effectivement, enfin, on peut refaire des réunions en présentiel parce que le distanciel, ça va 5 minutes quand même. Et puis, je suis très heureux parce que je crois que c'est la première fois que je suis avec Olivier Pollard dans une soirée médicale. J'en suis très fier, même si c'est difficile de passer après lui. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il a passé 45 diapos en un quart d'heure. La performance est quand même à souligner. Voilà, je me permettais cette petite boutade. Alors, moi, je vais vous parler Covid et cancer et prendre un petit temps de réflexion, un petit temps de respiration, un petit temps de bilan, non pas après 18 mois de crise, parce que si on disait après 18 mois de crise, ça veut dire que c'est derrière nous, mais en fait, on est à 18 mois de crise et c'est pas tout à fait fini. La preuve, c'est que les chiffres épidémiologiques dans un certain nombre de pays, y compris le nôtre, ne sont pas très bons.
Donc c'est quelques éléments que je voulais partager avec vous, des éléments à la fois de réflexion et puis aussi quelques éléments sur comment ça a pu se passer, entre autres au CHU. Donc bon, on connaît cette petite bête maintenant, c'est une des nombreuses images qu'on peut avoir avec notre coronavirus. Quelques éléments et quelques réflexions sur les pratiques professionnelles. Qu'est-ce que ça nous a fait changer ou pas pendant la crise et à distance de la crise? Qu'est-ce que ça nous a fait changer ou pas dans les organisations? Parce que évidemment, le Covid, le risque de contamination, de dissémination nous posait problème. Beaucoup de questionnements éthiques sur, on va le voir après, mais sur ces patients atteints de cancer parfois graves et de Covid parfois graves. Et puis le dernier point, on le vit tous, c'est la fragilisation du système de soins actuellement, qui est aussi une conséquence. Et encore une fois, malheureusement, je crois qu'on n'est pas encore sorti d'affaire. Alors sur les pratiques professionnelles, quelques éléments de réflexion sur ce que j'appelle l'onco-covidologie et puis ce qu'on a eu en urgence, les recommandations de pratique. Donc ça a été dit juste avant, il y a eu assez rapidement des onco-covidologues, des covidologues, donc des gens qui en quelques jours ou quelques heures même étaient à la fois spécialistes du cancer mais aussi du Covid et qui ont édité un certain nombre de recommandations, des recommandations françaises, de sociétés savantes ou parfois de quelques experts. Voilà, on peut se poser la question de pourquoi eux et pas d'autres. Et puis ensuite des recommandations plus internationales, européennes ou américaines, donc qui ont permis d'avoir quand même quelques éléments pour essayer de pas faire trop mal et de prendre en charge du mieux qu'on pouvait en l'état des connaissances à l'instant T. Ceci dit, ces recommandations qui nous sont arrivées via notamment de nombreux mails, d'ailleurs soit dit en passant, je ne sais pas qui regarde encore ces mails DGS, urgents, probablement personne. Voilà, quelques éléments de réflexion aussi sur comment l'information peut circuler dans le milieu professionnel. Ces recommandations étaient basées quand même sur des données très préliminaires. Alors évidemment, derrière, il y a de la statistique, on calcule des risques, on calcule des odds ratios, mais quand même, la première étude qui a dit Covid et cancer, ça ne fait pas bon ménage, il n'y avait quand même que 18 malades, et c'était une étude chinoise, et on connaît la fiabilité des données chinoises. Alors peut-être ça peut être un élément de discussion après, mais quand on sait comment ça se passe en Chine et la relative transparence, on pouvait aussi avoir quelques éléments de doute. Surtout, j'ai trouvé, moi, que certaines de ces recommandations étaient assez irréalisables ou irréalistes dans nos structures de soins, notamment la question de la sanctuarisation des services. Alors peut-être que c'est possible dans certains centres, dans certaines structures, je ne pense pas partout, avoir un service qui fait que Covid et cancer et qui exclut tous les patients avec le Covid pour garder l'activité pour les patients non Covid, je pense que ça n'a pas pu être fait de partout. De la même façon, les circuits patients étaient parfois difficiles à organiser pour des questions tout bêtement de géographie. Balance bénéfice-risque qui était aussi parfois un peu occultée, pas évaluée ou mal évaluée. Je prends l'exemple, mais ça c'est pour ouvrir aussi un peu le débat, de proposer de passer à la capécitabine alors que les patients allaient très bien sous 5-FU-IV. C'est pas tout à fait la même chose, pas tout à fait la même histoire. Moi, c'est typiquement une des recommandations qui m'a posé problème. Et finalement, je pense que dans ces moments-là, il faut malgré tout garder un sens clinique, un sens critique, et puis avoir une décision partagée avec les patients, en leur expliquant bien les tenants et aboutissants, les bénéfices, les risques, au moment où on parle aux gens, sachant que les connaissances, évidemment, sont venues plus tard. Ça a été bien montré par Olivier juste avant. Effectivement, on a vu que le cancer, c'était quand même une maladie qui exposait à des formes graves. Donc ça, c'était sur la partie recommandation. Ensuite, quelques éléments sur l'organisation ou les changements d'organisation, les chamboulements qu'il y a eu. Je pense que toutes et tous ici, on a assisté, on a participé, on a animé tout un tas de réunions sur comment on allait faire. On a fait des organigrammes, des logigrammes, des arbres de décision. Le patient, il a de la fièvre, il tousse, qu'est-ce qu'on en fait ?
Et ça a occupé beaucoup de temps, beaucoup de monde, en tout cas sur la première vague. Mais c'est normal, on était dans l'inconnu. Et c'est aussi quelque chose d'enrichissant. Alors, sur l'ambulatoire, sur notre expérience qu'on a évaluée, qui a fait l'objet d'un travail de thèse d'une de nos jeunes collègues, sur la premier confinement, sur le premier plan blanc, donc, qui a duré de mi-mars à mi-juin, sur à peu près 6000 venues à notre hôpital de jour pluridisciplinaire, qui s'intéresse à tout cancer et aussi maladies hématologiques, nous avons eu à faire 24% de modifications de traitement. Donc chez à peu près un quart des malades, à cause du Covid, à cause de la pandémie, on s'est dit on va faire autrement. Essentiellement, vous le voyez, sur des modifications de doses d'immunothérapie. En gros, on a doublé les doses d'immunothérapie pour éviter des venues en HDJ. 20% des modifications, c'était quand même des discussions de report ou de pause dans le traitement, qui étaient globalement motivées aussi quand même dans le contexte cancérologique général, évidemment, chez des gens qui étaient en phase avancée et en phase Xème ligne de traitement. Un peu moins de 20% des patients chez qui on a proposé une nouvelle molécule, un basculement sur l'HAD, mais finalement qui reste assez faible, mais l'HAD localement a été beaucoup sollicité pour le maintien à domicile des patients Covid, donc n'était pas forcément en mesure de répondre à nos demandes, et puis finalement très peu de modifications de forme galénique, et notamment la forme orale. Et juste pour vous donner un ordre d'idée en termes d'activité, on voit, c'est la bande grise verticale, c'est le moment du premier plan blanc, une baisse d'activité de notre HDJ. La courbe verte, c'est la tendance annuelle avec une augmentation continue, mais finalement un rebond très rapide. Et derrière, on a récupéré une activité quasi normale dans l'été qui a suivi. Donc un impact certes assez fort, mais assez transitoire. Le Covid, ça a été, alors ça par contre c'est un point que je trouve très positif, ça a été un boost pour la télémédecine et l'essor des téléconsultations. Si je voulais faire un petit jeu de mots avec une allitération, on dirait que Véran a fait sauter le verrou. On verra si le verrou fait sauter Véran. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a eu en fait une simplification de la tarification et une relative tolérance sur les usages. Pour ceux qui s'étaient intéressés à faire de la télémédecine avant le Covid, c'était quand même pas simple en termes de facturation. Là, en gros, ils ont dit faites comme vous pouvez et on facturera. Et à partir du moment où ils ont dit ça, on a pu basculer sur de la télémédecine et notamment les consultations à distance. C'est un usage qui est maintenant, alors ça peut être l'objet de questions ou d'échanges, mais qui fait partie de notre quotidien. Sauf que, quand même, il faut voir ce qu'on appelle télémédecine. Alors, télémédecine, je pense qu'on a surtout fait ça. Le bon vieux téléphone, c'est pratique, c'est simple, c'est rapide. Et plutôt que de faire de la télémédecine, on a fait surtout du téléinterrogatoire. Donc, c'est quand même une grande partie de l'art médical, l'interrogatoire. Mais quand même, ne pas voir les gens, ne pas les palper, ne pas les ausculter, ça gêne un peu les médecins que nous sommes. Mais bon, dans l'urgence, voilà. Sauf que nous avons sur la région Rhône-Alpes le réseau SARA qui permet de faire des téléconsultations assez facilement. Je ne sais pas si vous avez déjà utilisé les services. C'était quand même assez pratique. Et si on voulait vraiment faire de la télémédecine, il faudrait qu'on ait tout ça, c'est-à-dire évidemment la connectique avec l'ordinateur et le logiciel qui va bien. Et puis idéalement, on le voit là sur l'image, un soignant qui est au chevet du patient et qui permet de faire un minimum d'examens cliniques, de prise de tension, de prise de saturation, etc. Et là, on pourrait vraiment parler de télémédecine. Donc il y a encore, malgré tout, en 2021, fin 2021, des enjeux sur la télémédecine, sur le matériel, la connexion, ça n'a pas été facile pour certains patients, il faut quand même le dire, la partie logicielle, et puis il faut de l'humain à domicile si on veut vraiment faire de la télémédecine à terme, et de la télémédecine, je dirais, de qualité. Mais bon, ça a été quand même un plus, et on espère que ça continuera dans les années à venir. Alors notre expérience, là aussi sur les 3 mois du premier confinement, c'est qu'en gros on a réalisé sur l'oncologie médicale 37% de nos consultations en téléconsultation. Et vous voyez, dans 9 cas sur 10, c'était par téléphone. Quand on dit qu'on fait de la télémédecine, en fait, c'était surtout par téléphone.
Et ce qu'on a évalué aussi, c'est qu'il y a un enjeu majeur sur le matériel. En gros, il faut que ça marche. Il faut que ça marche tout de suite. Il faut que ça marche bien. Il ne faut pas qu'on fasse 15 clics. Et il faut que la connexion, elle se fasse tout de suite. Et ça, c'est vrai aussi pour les patients de l'autre côté. On peut estimer que le taux d'utilisation actuel est aux alentours de 10 à 15% dans notre expérience. Même chose en termes de données chiffrées. Vous voyez que c'est le rectangle noir pendant le premier confinement, une diminution globale du nombre de consultations, et c'est l'histogramme noir foncé, les consultations à distance qui ont pris qui était une proportion importante dans les premières semaines, et puis après on voit que ça se tasse. Et là aussi un rebond sur les consultations l'été qui a suivi. Ensuite, donc ça c'était pour la partie organisation. Ensuite, il y a eu tout un tas de questionnements éthiques liés à cette situation tout à fait inédite. Et si vous relisez les recommandations que j'évoquais au début, il y a des choses qui, a posteriori, peuvent quand même poser question à nouveau. Est-ce qu'il ne faut pas plutôt privilégier les patients qui sont en adjuvant que les patients en métastatique? Ça pose quand même des petites questions, hein, malgré tout, parce que l'essentiel de nos patients dans nos hôpitaux de jour sont métastatiques. Plutôt privilégier les patients jeunes que les patients âgés, ça c'est pareil. Alors après, on a vu que le Covid était très grave chez les gens très âgés, donc ça peut avoir du sens dans ce contexte-là, mais quand même. Et puis les comorbidités, ça aussi ça a été dit, mais bon, voilà. Donc après, il valait mieux être jeune en adjuvant et en pleine forme et pas en surpoids. Et là, on avait éventuellement le droit d'être traité. Je caricature un petit peu évidemment, mais c'est quand même des éléments qu'il y a eu dans certaines discussions. Après, sur les questionnements éthiques, c'est les refus d'admission dans les services de soins continus ou de réanimation médicale. Donc là, c'est pareil, hein, c'est des discussions qu'il y avait à toute heure du jour ou de la nuit ou de la semaine, et parfois des discussions qui n'étaient pas très simples, parce que la connaissance aussi du devenir de nos patients par nos collègues de soins intensifs est parfois aléatoire. La pratique des LATA, des limitations d'arrêt de traitement actif, je ne sais pas comment ça s'est passé dans vos centres, mais nous, ça nous a donné un coup de boost puisqu'on a mis en place une fiche informatique institutionnelle. Donc ça a été un plus qui est visible de partout sur n'importe quel dossier de patient. Mais il fallait les établir, ces LATA. Et théoriquement, il fallait les établir en collégialité, ce qui n'est pas forcément évident dans nos activités quotidiennes. Et puis un autre élément qui a posé, je pense, beaucoup de questions, c'est la limitation des visites dans les services pour des questions de plan blanc et éviter les contaminations avec des fins de vie qui ont été parfois compliquées, douloureuses et mal comprises. On a un peu la même problématique maintenant avec les gens qui ont des proches en fin de vie et qui ne sont pas vaccinés, qui n'ont pas de test PCR et qu'on ne sait pas ce qu'on en fait quand le patient est en fin de vie. Et c'est arrivé pas plus tard qu'hier soir à la collègue qui était de garde dans le service. Dernier point, la fragilisation du système de soins. Donc, on a vécu des vagues. Et alors donc, je prends évidemment l'image du tsunami. Et rappelez-vous le tsunami de 2011 au Japon, c'est une fois que la mer s'est retirée qu'on s'est aperçu de l'étendue des dégâts. Et c'est un petit peu ce qui est en train de se passer. La fragilisation du système de soins, c'est, on ne le verra pas tout de suite, mais c'est l'accès aux soins courants, l'accès à la mammographie de dépistage, l'accès à la coloscopie, l'accès aux spécialistes, l'accès aux médecins traitants même. Il y a de plus en plus de patients qui ont des difficultés pour avoir un médecin traitant. C'est la désorganisation des circuits de prise en charge et c'est le fait que nous-mêmes, nous sommes fragilisés dans nos métiers et dans nos convictions. Avec globalement, quand on interroge les gens, des pertes de sens, pertes de motivation, avec un peu une ambiance de fin de monde. Je ne sais pas comment ça se passe dans vos services respectifs ou dans vos centres respectifs, mais c'est vrai que on a une multitude de messages qui sont parfois assez angoissants. Et ce qui est tout à fait inédit, c'est que ça touche tous les corps de métier et ça touche en fait tous les établissements. Il n'y a pas un établissement qui soit pas touché actuellement par cette phase post-Covid. Donc je ne sais pas comment on va s'en sortir, je ne sais pas quels vont être les éléments et les leviers.
Ça, c'est à nos décideurs politiques de prendre le sujet en main. Bon, quand on voit, c'est pas de traînement dans les préoccupations des futurs candidats ou des candidats à la présidentielle qui s'annoncent. Donc on peut être relativement inquiet de ce qui va se passer pour 2022. Malgré tout, gardons espoir, parce que soigner reste une grande et belle chose, ça j'en reste convaincu, malgré toutes les difficultés qu'on a pu avoir. Et je terminerai avec cette petite image d'un cartooniste que j'aime bien, qu'un patient m'a fait découvrir, et qui a un regard extrêmement fin sur le système de soins, donc je vous invite à regarder son blog. Il y en a plusieurs comme ça, qui sont assez rigolotes, donc je vous ai sélectionné celle-ci pour terminer ma présentation. Oui, reste là-bas. Merci Mathieu pour cette très belle présentation et cette revue des difficultés qu'on a rencontrées et qu'on rencontre encore avec le Covid. J'aime beaucoup le terme d'onco-covidologue, c'est vraiment très bien trouvé. Alors au début de l'épidémie, on a tous été inondés de recommandations dans toutes les localisations, en cancéro-digestive, en pathologie mammaire, et on ne savait plus trop quoi en faire, sincèrement. Et ça a été assez difficile de faire le tri entre ce qu'on allait retenir, ce qu'on n'allait pas retenir. Et à un moment donné, je crois qu'il fallait rester raisonnable et quand même éviter de faire perdre des chances aux patients en arrêtant des traitements ou en faisant des traitements qui n'étaient pas aussi efficaces, comme tu le disais, avec les thérapies orales, etc. Est-ce que tu as eu l'impression dans vos patients qu'on a eu beaucoup de décès chez les patients en cancérologie liés au Covid? Alors, j'aurais dû prendre la précaution quand même en présentant notamment nos données sur Grenoble. C'est la première vague et probablement que la dynamique de l'épidémie à Grenoble n'a pas été la même que dans l'est de la France, Lyon, même dans la région. On avait entendu que Annecy, c'était quand même difficile sur la première vague. Je pense que nous, le confinement nous a sauvés sur l'agglo grenobloise parce que c'est arrivé au bon moment. Enfin voilà, Olivier acquiesce et qu'il ne fallait pas qu'il y ait 10 ou 15 jours de plus sans confinement. Sinon, je pense qu'on aurait été dans la même problématique que les collègues à Colmar, à Mulhouse, à Strasbourg. On a vu passer des messages assez dramatiques avec des impacts beaucoup plus forts. Donc, moi, ce que je présente, c'est notre expérience, et c'est sur la première vague, c'est pas sur la deuxième vague dont je dirais qu'elle a été un peu plus sévère en termes de cas. Finalement, les cas graves et les décès, on les a plutôt eus sur la deuxième vague que sur la première vague. Mais je pense que c'est lié à cette dynamique particulière. Okay, sinon, tu penses qu'on aurait eu les mêmes complications alors oui, si on avait reçu la vague comme les autres centres, je pense qu'on n'aurait pas été bien plus malin que les autres. Les recommandations, bon, évidemment, vous aurez compris que j'étais pas hyper fan. Il faut quand même garder comme tu l'as dit, son sens clinique et critique et de médecin. Bon, malgré tout, ça donnait quand même des éléments de discussion avec les patients, ça donnait des éléments de discussion avec les équipes. Ça permettait quand même de fixer un peu, d'avoir des données de la littérature aussi à jour. Donc, il y a des choses qui sont importantes dans ces recommandations. Après, c'est l'applicabilité et le fait que la balance bénéfice-risque par rapport à le risque évolutif de la maladie, le risque de changer de molécule, le risque de changer de dosage, en fait, on ne faisait plus du tout de l'évidence-based medicine. Mais avait-on vraiment le choix ? J'avais une petite question aussi, Mathieu. Tu l'as évoqué, il y a le problème de la désorganisation du système de soins. On a l'impression, mais on le voit maintenant, enfin on l'a vu il y a depuis 6 mois, qu'il y a quand même eu des retards diagnostiques, de prise en charge diagnostique. Est-ce que ça, tu le perçois aussi ? Oui. Est-ce qu'on le voit dans la littérature sortir aussi ? Alors, moi, dans la c'est un peu littérature, votre sentiment. Alors dans la littérature, il y a des collègues, par exemple, sur Reims-Colmar, qui ont montré que la pratique de la mammographie, les pauses de Pâques, les chips, tout ça, ça a plongé complètement sur la première vague. Il y a des Brésiliens qui montrent que le recours à l'hospitalisation pour des tumeurs tête et cou, ça a drastiquement plongé entre 2019 et 2020. Après,
L'impact réel, c'est les données de registre qui nous les donneront. Dans quelques temps, quand on aura effectivement... Et c'est une des questions qu'on se pose avec le registre de l'Isère, parce qu'on a la chance d'avoir le registre en Isère. Et ça pourrait faire l'objet d'un travail, on y réfléchit déjà, parce qu'on se dit qu'effectivement, il va y avoir une traduction. Bon, après, mais ça, c'est une expérience personnelle, mais c'est la première fois de ma vie que j'ai palpé un cancer de vessie. Ouais. Mais c'est ça, mais c'est les chiffres des décès du Covid, on va les voir encore je pense. En 2022, 2023. Des questions dans la salle? Oui, Mathieu, je suis content de te voir en présentiel. Dominique, je suis là. Ah ouais, super. Voilà. Oui, je voulais avoir ton avis, parce que tu parlais effectivement, à un moment donné, des recommandations en oncologie qui nous demandaient de modifier les traitements ou d'arrêter les traitements chez certains patients. Nous, on a surtout, moi j'ai eu vraiment le sentiment qu'il y a eu, on a eu des difficultés pour l'accès à la chirurgie. Des chirurgies carcinologiques. Et moi, j'ai un exemple précis d'un patient qui devait être opéré et à qui on a annoncé la veille qu'il n'allait pas être opéré parce qu'il y avait un risque qu'il puisse s'aggraver et passer en réa. Donc je voulais savoir si vous, à Grenoble, vous avez eu ces soucis. Alors nous, clairement, on a haussé le ton, ou alors on a envoyé les patients ailleurs pour qu'ils se fassent opérer, mais il y avait quand même un certain dictat ou des ayatollahs de l'anesthésie qui avaient décidé qu'on n'opérait plus les gens du cancer, et au début, ça m'a fait un petit peu drôle quand même. Alors ça, c'est pas quelque chose qu'on a évalué, donc j'aurais pas forcément de chiffres à te donner. Le sentiment, c'est de toute façon, les équipes d'anesthésie réanimation ont été mobilisées pour ouvrir des unités Covid, pour intuber, ventiler les gens. Et le taux d'occupation par des patients Covid a été très important dans les services de réanimation, y compris de réanimation chirurgicale. Donc effectivement, les chirurgies lourdes, elles ont été pour certaines reportées, déprogrammées. Mais je n'aurai pas de chiffres précis à te donner. Après, de là à faire opérer un patient ailleurs, non, ça, je ne crois pas que ça nous est arrivé. Mais il faut se remettre dans le contexte. Et, je disais, on a été moins touchés, mais Olivier, je ne sais plus si tu as les chiffres en tête, mais sur la première vague, je ne sais pas, moi, 90% de l'AREA, c'était du Covid ou quelque chose comme ça. En fait, on a été touché un peu à moitié, c'est-à-dire par rapport au sud-ouest qui a presque rien vu de la Covid première vague, et par rapport au département alsacien où ça a été, comme en Italie, très dur. Nous, on a été un peu entre les deux quand même, mais effectivement, à un moment, toutes les réas étaient Covid, étaient presque que Covid, et on a eu jusqu'à 6 unités qui ne faisaient que de la Covid. Médecine interne faisait tout de la Covid, l'infectieux faisait de la Covid, et une unité orthopédie était transformée en Covid, et la gériatrie faisait que de la Covid aussi. Donc on a quand même été très touchés, et comme tu le disais, grâce au confinement, c'est une maladie lente, donc quand on confine, on voit les courbes baisser après 15 jours. On a vu effectivement s'arrêter le 1er avril, l'incidence a commencé à baisser, et heureusement. Parce que déjà c'était dur, et on ne peut pas dire qu'on n'ait rien vu passer à Grenoble, mais ça aurait été cauchemardesque si ça avait continué à monter. Et effectivement, la Haute-Savoie a été encore plus touchée. Peut-être une petite question pour Olivier. Alors, ce Covid, donc, il mute, mais pas tant, tu disais. On se vaccine de plus en plus, on va faire nos 3e, 4e injections. Et quand c'est qu'on en est débarrassé, quand c'est qu'on enlève les masques, est-ce que c'est quelque chose qui va s'envisager, ou est-ce qu'on va vivre avec ce Covid? On va vivre avec le Covid. On va vivre en tout cas avec l'infection à SARS-CoV-2, mais on sera sorti de la pandémie. C'est-à-dire qu'on sera plus proche peut-être de quelque chose de grippal, où il y a 15 000 ou 18 000 morts par an, où on vaccine les gens, où on porte le masque à l'hôpital pendant 4 mois. Donc, côté vaccination, on ne va pas aller, je pense, vers une vaccination de tout le monde tous les 6 mois pendant 5 ans. Là, je pense que d'ici le printemps, tout le monde aura fait un rappel à 6 mois ou à 1 an. Est-ce qu'il faudra refaire un rappel encore 2 ans, 3 ans, 5 ans après? Oui, probablement. Est-ce qu'il y aura de la persistance du Delta ou d'un autre, plus ou moins enquiquinant? Oui, mais par contre, ce ne sera plus du tout
la pandémie de 2020. On sera sorti de la pression incroyable sur les systèmes de santé parce qu'il y aura beaucoup de gens vaccinés, parce que presque tout le monde sera vacciné. Il restera le problème un peu des enfants, et on ne sait pas tellement ce qu'on fait des enfants entre 5 et 10 ans, par exemple, mais ça va venir. Mais on va s'en sortir. Moi, j'avais peut-être une question, mais c'est une question qui est impossible à répondre en 3 mots. Mais alors, soit je pourrais dire, qu'est-ce que tu ferais différemment si tu savais tout ça? Ou bien, ce que je pourrais dire, c'est pour la Covid-26, tu penses que tu feras comment? Est-ce qu'il y a des choses que tu feras différemment, eu égard à toutes les connaissances qui ont été accumulées? En cancérologie, je veux dire, en organisation cancérologique. On ressortira des cartons nos arbres décisionnels qu'on a mis quelques heures quand même à réfléchir et à dessiner sur il a de la fièvre, il n'a pas de fièvre, il tousse pas, il a été cas contact, il n'a pas été cas contact. Après, encore une fois, il faut se remettre dans le contexte, on n'avait pas les PCR, on n'avait pas les données qu'on a maintenant. Mais tu vois tout ce qui tourne autour d'une part, par exemple, de la limitation des visites aux fins de vie, qui, à mon avis, sont des choses qu'on n'aurait pas dû faire. Ouais. Et l'autre chose aussi, c'est toutes les modifications thérapeutiques qu'on a dit, attention, il faut faire des choses moins lymphopéniantes, par exemple. Ou rétrospectivement, je ne sais pas si c'était adapté. Oui, après, il faut voir que les changements, notamment sur nos hôpitaux de jour, c'était pour éviter sur une période de 2 ou 3 mois, 2 ou 3 venues en hôpital de jour, tu vois ce que je veux dire? C'était pas les gens ils viennent plus du tout ou ils viennent qu'une fois sur 3 mois. Il y a eu des changements sur des protocoles. Finalement, est-ce que c'était vraiment très important de les faire venir moins? Je ne suis pas persuadé. Si tant est que les mesures barrières étaient respectées à ce moment-là, parce qu'on n'avait que ça comme moyen de protection. On va peut-être s'arrêter là si on veut respecter le délai. Merci beaucoup, Mathieu. Ouais. Maintenant, on va appeler le docteur Barbaret de l'unité des soins de support des soins palliatifs du CHU de Grenoble et qui va donc nous parler de cannabis et cancer. Alors bonsoir à tous et bonsoir à toutes, pardon. Sans transition, on passe du Covid au cannabis, c'est un peu particulier. Je tenais d'abord à remercier les organisateurs de m'avoir invité à participer à ce congrès et puis à m'excuser aussi auprès d'Olivier d'être arrivé au moment de ta présentation. Sans transition, donc du coup le cannabis et le cancer, le but de ce soir c'était surtout justement de faire un bilan, savoir ce qu'on sait et en fait ce qui reste aussi à découvrir par rapport à l'utilisation du cannabis en cancérologie. L'idée était surtout de parler d'abord un peu de ce qu'on connaît en termes de recherche fondamentale, après un peu plus de la recherche clinique et notamment de l'implication dans la prise en charge symptomatique, et après justement de faire un point sur la clinique actuellement et notamment sur les points de vigilance qu'on doit avoir vis-à-vis de nos patients. La plante, alors, le cannabis sativa, en gros, on a tellement fait d'hybrides différents pour des usages, que ce soit récréatifs ou médicinaux, que maintenant, il n'y a plus qu'une seule variété en tant que telle. On distingue surtout les plants par leur concentration, parce qu'il y a 2 molécules intéressantes dans le cannabis, c'est le delta-9-tétrahydrocannabinol et le cannabidiol. En gros, maintenant, d'un plan à un autre, on va avoir une variabilité de concentration en ces 2 molécules qui sont complètement différentes. Bien sûr, c'est en fonction de l'usage, parce qu'il y a aussi un usage récréatif. Alors là, c'est surtout les plants qui sont plus concentrés en THC, parce que c'est le THC qui a un effet neuropsychique. Par contre, le CBD, quant à lui, n'a pas d'effet neuropsychique, on va le voir. Ça devient un des sujets de prédilection de la recherche, avec le THC qui est maintenant beaucoup plus en retrait. Un petit topo sur comment ça marche. En gros, dans notre corps, on a un système qui s'appelle endocannabinoïde, qui est impliqué dans de très nombreuses de fonctions physiologiques. Alors, la liste n'est pas exhaustive, mais vous voyez qu'il y en a quand même pas mal, que ce soit l'immunité, le cardiovasculaire, la cognition, mais aussi les voies de la nociception. Donc, ce qui fait que finalement, on pense que le cannabis pourrait être une possibilité. J'utilise bien le conditionnel, parce qu'on va le voir après, au niveau de la recherche. Pour l'instant, on en est loin d'avoir des hauts niveaux de preuves. Donc, dans tous les cas, ça pourrait être une piste sur différentes thérapeutiques, que ce soit symptomatiques, mais aussi peut-être même sur certaines pathologies directement.
Au niveau de ce système, en gros, il est composé de 2 récepteurs, en tout cas c'est ceux qui nous intéressent, le CB1 et le CB2, qui sont couplés à la protéine RCPG. Alors je vous dis ça, c'est pas pour vous ennuyer, hein. Il y a une raison à mes propos, c'est que notamment cette protéine, elle est utilisée aussi par de nombreux métabolismes d'autres thérapeutiques. Donc attention, le cannabis, et c'est un point important, a beaucoup d'interactions médicamenteuses avec des thérapeutiques, qu'elles soient symptomatiques, mais aussi oncologiques. Au niveau du récepteur CB1, alors lui, il est surtout présent au niveau du système nerveux central. Alors il est bien sûr présent ailleurs, mais surtout de manière privilégiée dans le SNC. En gros, l'activation de ce récepteur, ça va entraîner la diminution de libération de certains neurotransmetteurs. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails parce que sinon ça va vraiment vous endormir. Mais ces neurotransmetteurs, en gros, ils agissent sur la douleur. C'est des choses qu'on connaît déjà dans le mécanisme de la douleur, des nausées, des vomissements, mais aussi dans certaines maladies neurologiques et aussi psychiatriques avec la dépression. Au niveau du CB2, quant à lui, on va surtout le retrouver dans le système immunitaire et digestif, ce qui veut dire que son activation va en fait entraîner la libération de nombreuses molécules pro-inflammatoires, ce qui fait que du coup, ce récepteur-là est en gros actuellement, au niveau de la recherche, pourrait être considéré comme impliqué dans certaines maladies inflammatoires, qu'elles soient auto-immunes, mais aussi dans le cancer. Mais aussi, alors on voit qu'il n'est pas que présent au niveau du système immunitaire, au niveau osseux et vasculaire aussi. Il pourrait être aussi impliqué dans les mécanismes d'athérosclérose et de remodelage osseux. L'action en lui-même du cannabis, quand on va le prendre, donc le THC, par contre là, le mécanisme est très bien connu. Le THC est un agoniste partiel des 2 récepteurs dont on a discuté auparavant. Donc l'action sur la douleur, le sommeil, nausées et vomissements, en théorie, ça devrait être relativement efficace, mais on va voir que la recherche clinique patauge un petit peu à le prouver avec des niveaux de preuve évidents, plus élevés. Il y a aussi une action immunomodulatrice. Donc là, on va rentrer aussi dans le risque d'interaction et notamment avec les traitements oncologiques. Et bien sûr, des effets secondaires, mais qui peuvent parfois être intéressants, notamment sur la sensation de faim, mais qui pour l'instant ne sont pas assez bien contrôlés pour qu'on puisse proposer aux patients. Ça pourrait être en tout cas intéressant d'utiliser un effet secondaire comme thérapeutique. Le CBD, quant à lui, pour l'instant, alors le mécanisme est beaucoup plus complexe. En gros, au niveau fondamental, on n'a pas tout compris encore sur son mécanisme d'action. On lui, et vous voyez la liste est quand même assez impressionnante, des propriétés assez magiques, que ce soit d'action antioxydante, anti-inflammatoire, anticonvulsivante, anxiolytique, de neuroprotection, voire même antimicrobienne et antiémétique. Dans tous les cas, pour l'instant, on n'a pas assez de données, même dans la recherche fondamentale, pour bien comprendre les mécanismes d'action. En tous les cas, en théorie, ce serait une piste possible. Le mécanisme est d'autant plus complexe que s'il va dépendre s'il y a du THC ou pas présent et en fonction des concentrations de chacune des molécules. Donc vraiment, on en est au balbutiement. Et justement, je vous mets cette diapo-là, c'est surtout pour se rappeler que finalement, on reste quand même avec des données très limitées sur les mécanismes d'action du cannabis. Et les diapos que je vais vous passer après vont le prouver, parce que là, on passe à la recherche clinique. Finalement, alors en 2015, il y a eu quand même une belle revue de littérature publiée dans le JAMA. Finalement, le niveau de preuve qu'on a le plus élevé, c'est pour la douleur. C'est pour la douleur chronique non cancéreuse. Le niveau de preuve d'efficacité est modéré. De même aussi pour la spasticité, mais finalement, tout le reste, c'est des niveaux de preuve qui restent faibles. Alors, le petit bémol, c'est qu'à ce moment-là, on étudiait surtout le THC. Parfois, il n'y avait pas de CBD associé. Il y a de très nombreuses études avec bien sûr alors, je vous ai mis les références après, vous pouvez aller regarder, mais avec des essais cliniques qui ne sont pas toujours de très bonne qualité, avec des populations variables, très peu d'essais en cancérologie. Donc finalement, c'est difficile d'en tirer énormément de conclusions. Et en tout cas, ça nous prêche surtout à rester sur une utilisation limitée pour le moment. Depuis 2015, il s'est quand même passé pas mal de choses. Finalement, au niveau de la psychiatrie, tout ce qui est action sur l'angoisse et la dépression, on retombe finalement sur les mêmes données. C'est que finalement, il y a peu d'évidence d'efficacité sur ces symptômes. Là aussi, alors les essais cliniques sont de qualité discutable. On est encore sur une utilisation majeure du THC sans forcément étudier le CBD en parallèle.
Et encore une fois, le cannabis est toujours étudié en tant que dernière roue de secours, c'est-à-dire qu'on va rajouter ce traitement-là au traitement symptomatique déjà en cours, ce qui fait que surtout, ce qu'on voit, c'est qu'il y a énormément d'effets secondaires, mais pas forcément une très grande majorité, enfin une très grande efficacité au niveau symptomatique. En tout cas, beaucoup d'études restent avec des résultats non significatifs. Au niveau de la douleur, donc c'est là où on a finalement le plus de données, mais ça reste sur les douleurs neuropathiques et les données sont surtout sur les douleurs chroniques non cancéreuses. En gros, dans le cancer, ce qu'on sait, c'est sur le modèle animal, bah oui, en théorie, ça marche, il n'y a pas de souci, mais qu'à l'heure actuelle, ça manque d'essais cliniques de très bonne qualité. Alors là, on est en 2021, il y a quand même énormément de recherches qui sont en cours, surtout au Canada et aux États-Unis. Je pense que dans les 5 à 10 ans, si je suis invitée à refaire un topo, on pourra certainement un petit peu plus conclure sur la prise sur l'utilisation du cannabis à visée symptomatique, mais pour l'instant, en tout cas, gros bémol, en cancérologie, on n'y voit pas pour l'instant de gros intérêt. Au niveau de l'anorexie, de toute façon, c'est toujours utilisé et étudié en objectif secondaire. Donc là, déjà, de base, au niveau méthodologique, il y a des niveaux de preuves faibles. L'asthénie, alors l'asthénie est peut-être le point où on n'a pas du tout compris pourquoi, mais il y a quelques cas, en tout cas, décrits dans la littérature, et puis nous, on l'a vu aussi sur le terrain, dans notre centre, où il y a des patients qui ont été améliorés par l'utilisation du cannabis, alors plutôt avec du CBD dominant, parce que le THC, forcément, ça ne va pas tellement améliorer l'asthénie, au contraire. Mais ça peut être une piste intéressante, encore une fois. Il y a tout un boulevard au niveau de la recherche, que ce soit fondamentale ou clinique, vis-à-vis du cannabis, et la France a pris quelques années de retard. Au niveau des nausées et vomissements, finalement, c'est pareil. Ce qui est surtout étudié, c'est ce qui est chimio-induit, mais finalement, c'est qu'une seule afférence parmi 4 afférences des nausées et vomissements connues. Donc les 3 autres sont un peu laissés et mises de côté. Le niveau de preuve reste faible, là aussi. Mais en plus, là, actuellement, pour ceux qui participent peut-être à l'expérimentation de la NSM sur le cannabis, très clairement, les patients ne doivent pas être sous chimiothérapie parce qu'il y a des interactions médicamenteuses. Le CBD et le THC ont des actions qui modulent l'immunité, notamment. Donc ce serait dommage quand même de contrecarrer les traitements oncologiques par un traitement symptomatique. Donc en France, on en a parlé, finalement, on n'a pas eu le droit de faire des essais cliniques avant 2018, donc c'est un peu tout récent. Il y a quand même des équipes qui sont en train, évidemment, de monter des essais. Pour l'instant, à ma connaissance, il n'y en a pas en cours en France d'essais cliniques. Il n'y a que l'expérimentation de la NSM. Alors, je sais qu'il y a pas mal d'équipes parisiennes, je pense que ça va arriver dans quelques mois, puis le Covid n'a pas aidé non plus à lancer beaucoup d'essais cliniques là-dessus. Mais je pense que ça ne va pas tarder. Et notamment, surtout avec l'utilisation du CBD, qui paraît certainement une des pistes les plus intéressantes actuellement. L'implication clinique actuellement, vraiment, elle doit être précautionneuse, elle doit être limitée. Ça reste un traitement de bout de course quand on n'a plus de solution possible pour les différents symptômes de notre patient. Pourquoi ? Parce que finalement, comme je l'ai montré, au niveau fondamental, on ne sait même pas trop comment ça marche. Au niveau de la recherche clinique, finalement, on n'a pas de gros niveau de preuve d'efficacité, le plus haut restant pour la douleur neuropathique, mais non cancéreuse. Pourtant, ça reste quand même le cannabis, quelque chose qui a une image extrêmement positive auprès des patients, auprès de la population en général, d'un médicament plutôt doux, de quelque chose... d'une image extrêmement positive, avec une espèce d'excitation médiatique, il faut mettre du cannabis à tout le monde. En fait, on en est loin. Il faut vraiment faire attention, d'autant plus que, encore une fois, le patient n'est pas forcément informé des choses qui peuvent aussi contrecarrer soit l'efficacité du traitement oncologique, ce qui est quand même un peu dommage, soit aussi de contrecarrer les effets des traitements symptomatiques. Donc ça aussi, il faut faire un petit peu attention. Et je pense que l'une des choses qu'on peut peut-être retenir ce soir, c'est qu'il faut peut-être mieux dépister les patients dans leur utilisation du cannabis et en tout cas peut-être les informer systématiquement, parce que d'autres vont peut-être pas forcément avouer qu'ils consomment, mais surtout peut-être de discuter avec eux, de les informer que c'est pas anodin, surtout s'ils sont en cours de traitement oncologique.
Après, on ne néglige pas non plus qu'il y a des effets secondaires, alors beaucoup moindres avec le CBD qu'avec le THC. Le THC est extrêmement source d'effets secondaires, en règle générale pas très bien tolérés, donc ce qui fait que même à long terme, ce n'est pas des choses qui vont continuer à poursuivre. Et puis aussi, ne pas négliger le risque de dépendance, qui en cancérologie est quand même... ça existe. Alors, je sais qu'il y a certains de mes collègues qui disent que non, mais en fait, on le voit bien, les patients vivent de plus en plus longtemps, avec leur cancer, avec leurs traitements aussi symptomatiques qui vont avec. On le voit avec les opioïdes, on le voit avec les benzodiazépines. Ils s'habituent, ils ont besoin de plus pour avoir un même effet, etc. Et on a vu qu'il y a des dérapages, notamment avec des nouveaux traitements qui ont été sortis. Alors, il y a eu le scandale de l'oxycodone, mais c'est surtout aux États-Unis. En France, à plus moindre échelle, il y a aussi eu les fentanyl transmuqueux d'action rapide, avec vraiment des situations de patients qui étaient vraiment toxicomanes, qui en planquaient de partout. Le cannabis aussi. Et je pense que là, c'est aussi important qu'on puisse être vigilant sur l'utilisation, la consommation et l'information qu'on doit avoir auprès de nos patients, notamment sur les interactions que ça peut avoir avec leur traitement oncologique notamment. Merci pour votre attention. Si vous avez des questions. Merci Cécile pour cette belle synthèse. Tu nous as appris beaucoup de choses finalement, c'est un petit peu décevant. Moi je croyais que tu allais nous... je suis désolée, j'aurais bien aimé aussi. Mais... nous apporter un nouveau traitement dans nos soins de support. Bon, au moins voilà, on sait un peu... Pour l'instant, on n'en sait pas assez. Ça ne veut pas dire que ça ne marche pas, mais pour l'instant, il faut beaucoup plus de recherche avant de pouvoir vraiment... l'introduire cliniquement, en tout cas pour l'instant. Place chez le patient cancéreux, parce que donc finalement la seule indication là, c'est dans les spasticités, dans les scléroses en plaques, les maladies de ce type-là. Alors l'AMM, oui, là c'est pour la spasticité actuellement. Alors après, dans l'expérimentation qui a lieu actuellement par la NSM, il y a la spasticité, il y a l'épilepsie réfractaire, il y a aussi soins palliatifs et la douleur non cancéreuse, la douleur chronique. Et non cancéreuse. Non cancéreuse, la douleur non cancéreuse. Après, en soins palliatifs, on peut mettre aussi la douleur, mais c'est la particularité et ce qui rend difficile. Alors, autant les patients sont plutôt, justement, comme ça, une bonne image, ils sont plutôt favorables à être inclus dans des essais cliniques. Je pense que c'est une chance pour ceux qui se lancent dans la recherche sur le cannabis ou pour cette expérimentation-là. On voit qu'on n'a pas de souci du tout à inclure. Par contre, par exemple, pour nous, les critères d'inclusion pour les soins palliatifs, elles sont énormes. Il y a des contre-indications majeures, ce qui fait qu'en fait, on peut inclure quasiment personne, parce qu'il y a un nombre d'interactions vraiment très important avec les traitements qu'on utilise finalement quasiment au quotidien. Donc, c'est vrai que, je sais pas, en tant qu'oncologue, on se méfie peut-être pas assez des interactions. On les interroge pas toujours avec insistance sur leur addiction. Vous buvez, vous fumez, quelques joints, on note à la main, on ne le reporte pas toujours en plus dans le compte-rendu définitif. Et oui, probablement on sous-estime très clairement leur consommation, mais peut-être du coup l'impact que ça peut avoir sur leur traitement. Et alors déjà, effectivement, les résultats bénéfiques ne sont peut-être pas si nets, mais alors en plus, quand eux le prennent en consommation propre, c'est-à-dire fumée, alors là, pour le coup, on a des données claires sur la toxicité, sur tous les cancérigènes, comment ça s'appelle, les goudrons, les polyamines, enfin tous ces produits chimiques là qu'ils inhalent et qui est hautement cancérigène, qui crée de l'emphysème, etc. Après, moi, c'est les patients, je suis contente qu'il y ait des études, c'est les patients qui m'ont appris où il fallait acheter du CBD sur Internet. Donc c'est vrai que c'est un peu déstabilisant. Et c'est pas forcément l'image qu'on a du consommateur. Moi, c'est des patientes qui sont sous traitement pour des cancers du sein, qui vont se commander leur CBD et qui le prennent en même temps que leur thérapie ciblée et leur hormonothérapie. Et moi, je découvre là quand même qu'il y a des interactions, alors que jusqu'à présent, je fermais un peu les yeux, mais quel message il faut leur dire? Est-ce qu'il faut leur demander d'arrêter? Alors ça va être toujours... Je pense qu'il faut surtout, après, les informer. Ça restera un choix du patient de continuer ou pas. Mais pour l'instant, en tout cas, on ne sait pas. Alors,
dans tous les cas, par précaution, parce qu'encore une fois, on n'a pas assez de données pour dire qu'il y a une interaction avec absolument tous les traitements, mais comme il y a une action sur l'immunité, on peut penser qu'avec l'immunothérapie, ça peut quand même faire pas forcément bon ménage. Faut simplement les informer qu'on ne sait pas exactement et qu'il y a une possibilité d'interaction et que ça puisse diminuer les effets des traitements oncologiques. Après, il faut aussi prendre le temps de discuter avec eux, de voir pourquoi ils le prennent, pour quelles raisons. Et à ce moment-là, ça reste quand même, je pense, un choix personnel du patient. On ne va pas pouvoir lui dire de le stopper, hein, mais c'est un choix personnel, un risque qu'il prend aussi, avec ses raisons, tant qu'il a les tenants et les aboutissants, une information claire. Parce que c'est surtout ça, en fait, actuellement, qui pêche un petit peu, si on peut dire. C'est que finalement, même nous, on connaît très peu. Moi, en faisant ce topo aujourd'hui, moi aussi, je croyais pouvoir vous présenter des choses qui marchent finalement bien. Et en fait, on se rend compte que c'est pas si évident que ça. Mais au moins que le patient, s'il a une information claire, après, c'est à lui de choisir, très clairement. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup d'infos, nous aussi, en tant qu'oncologue. Il y a des questions dans la salle ? J'ai eu deux patients qui m'ont parlé de la même histoire. Apparemment, il y a une histoire qui circule sur Internet sur le CBD, sachant qu'il y a beaucoup de boutiques là qui commencent à s'ouvrir, notamment sur Grenoble, Chambéry, etc. Je pense que vous en avez tous vu. Et a priori, qui est relayée aussi par les marchands. Une histoire apparemment qui circule d'une patiente qui a eu un volumineux cancer incurable, etc. Bref, qui s'est traitée à l'huile de CBD et chez qui ça aurait marché. Et qui derrière a fait toute une justification sur Internet. Bon bref, apparemment les gens qui sont un peu en bout de course commencent à lire ce genre de choses sur Internet. Donc le CBD, je pense nos patients vont en consommer de plus en plus. C'est probable même, peut-être. Sur une action antitumorale, c'est ça? C'est probablement du charlatanisme, c'est des fake news comme ça qui circulent, mais quand même, j'ai deux patients en quelques semaines là, qui m'ont parlé exactement la même histoire. Ils ont vu ça sur Facebook ou sur Instagram ou je sais pas quoi. Et il y en a un qui a eu la même histoire, qui a été confirmée par le marchand de CBD chez qui il va se fournir, qui est au bas de sa rue. Oui, ça pose une petite interrogation quand même. Il a rapporté un effet anti-angiogénique, pro-apoptotique du cannabis qui pouvait donc être éventuellement un traitement anticancéreux. Bon, enfin voilà. Mais disons que ça risque de se voir de plus en plus des patients qui risquent de consommer ce genre de substances. Alors, c'est sûr, il y a un vrai problème de surmédiatisation et puis de manque d'informations quand même claires pour les contres aussi, de l'utilisation du cannabis. Il n'y a pas que du positif, comme on l'a vu. Après, alors, il y a des recherches, en tout cas fondamentales, sur l'activité antitumorale du CBD. Mais ça reste du fondamental pour l'instant, et c'est très très loin d'avoir été prouvé. Après, ça reste encore une fois, je pense, et même nous, en tout cas dans notre équipe, le fait d'avoir fait ce topo aussi là, ça m'a aussi moi alerté sur le fait qu'on n'en parle pas assez à nos patients. Et qui restent vigilants, parce que justement, ça a cette image un peu de drogue douce, de plantes, de choses, ils s'en procurent très facilement, et finalement, ils n'ont pas l'information, loyale et claire, en fait, sur ce que ça peut impacter pour eux dans leur prise en charge. Bonsoir. Petite question. Bonjour à tout le monde. Est-ce que vous avez des inclusions, vous avez des essais cliniques ouverts chez vous sur le CBT? Alors actuellement, nous, on participe qu'à l'expérimentation de la NSM. Alors tout ce qu'on a, c'est des huiles. Et dernièrement, on a les fleurs pour vapoter. Mais c'est tout. Il n'y a pas d'infusion, il n'y a pas tout le reste qu'on peut trouver sur Internet, sur les différentes formes. Je sais qu'il y en a dans d'autres pays, c'est même des instillateurs nasaux, il y a différentes modalités d'utilisation, mais pour l'instant, en tout cas, en France, ce qui est utilisé, c'est surtout l'huile et puis la vapoteuse avec les fleurs. J'ai une question très spécifique pour les hématologues. Je ne sais pas s'il y a beaucoup dans la salle. Je ne sais pas si vous savez naturellement qu'il y a aussi le syndrome de sévrage d'un inhibiteur de tyrosine kinase. Voilà, et j'ai quelques patientes à lesquelles j'ai tout proposé, que ça n'a pas marché, et je lui dis aussi d'essayer le cannabis. Voilà, et vous avez une expérience dans ces retours? Je posais la question aussi à les confrères dans la salle, parce qu'ils sont hors traitement, donc on n'a pas d'interaction médicamenteuse, mais ils sont souffrants.
Et c'est rien qui marche, ni les inflammatoires, ni les opioïdes. Est-ce que vous avez une expérience dans ce sens ou quelqu'un d'autre il a essayé? Célim, tu es là? Dr. Korn? Non, hein? Personne. Non. Ça vous parle pas? Hein? Bon. Bon. Merci. Je me On fais va mon peut-être cannabis toute s'arrêter seule. là, on va peut-être conclure. Merci beaucoup. Isabelle, à toi. Donc, effectivement, on va conclure la plénière. Donc, merci à tous les orateurs et les modérateurs. Moi, je trouvais ça super. Ça nous change un peu de nos chimiothérapies, radiothérapies et autres traitements durs, mais c'est vraiment passionnant de vous entendre. Et je voudrais en profiter pour remercier des partenaires qui sont vraiment indispensables pour la réalisation de ce genre de manifestation, qui sont les 20 laboratoires qui nous aident à la location de cette salle, à la communication, etc. Merci à vous d'être présents et voilà, bonne continuation. Donc là, on va pouvoir aller manger un petit peu et ensuite se retrouver aux ateliers. Merci.